Bonjour à tous, bienvenue à ce comité technique spécial production biologique, premier du nom. Donc vous avez vu en attendant les personnes qui vont participer à ce diaporama, donc Ghislain Malatesta pour l'ITB, Maxime Allard, Hugues Bergaminier également de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Donc les thèmes abordés lors de ce comité technique seront la fertilisation azotée, le bore, l'oligo-élément indispensable à la betterave, les faux semis, les semis sous bâche, et un petit focus aussi sur le repiquage des betteraves, le désherbage mécanique et la robotique, et bien entendu le choix variétal qui se passe en ce moment et qui est une clé importante pour vos cultures de l'année prochaine. Pour échanger, vous avez sur généralement la droite de votre écran une rubrique questions, chat. N'hésitez pas à poser vos questions et nous les poserons à l'orateur de la question. Nous vous proposons toujours notre alerte SMS, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de l'ITB pour recevoir nos alertes SMS régulièrement dès qu'il y a des informations à vous donner. Avant de commencer ce diaporama, on voudrait vous faire part de deux manifestations qui sont organisées par l'ITB et leurs partenaires. La première qui s'appelle Désherbe Avenir, les 16 et 17 mai 2023 à Santo dans le Loiret, donc juste à côté de Pithiviers pour ceux qui connaissent, en terre argileuse forte. Lors de ces deux demi-journées, nous présenterons en dynamique du matériel de désherbage mécanique, des hercétrilles, par exemple des bineuses, des guidages, tout type de désherbage mécanique, également pour la betterave, mais aussi pour les autres cultures, comme des céréales, des pommes de terre, du miscanthus, des oléagineux. Ces manifestations se dérouleront sur deux demi-journées, le 16 après-midi et le 17 matin. Une autre démonstration, le Salon de la betterave au champ 2023, organisé à Berny-en-Santerre, à côté de Péronne, dans la Somme, les 25 et 26 octobre 2023. Manifestation organisée par l'ITB, l'IRBAB, nos collègues belges, et bien entendu l'IRB. Lors de ces démonstrations d'arrachage, nous vous présenterons aussi les résultats du PNRI, le Plan national de recherche et d'innovation, toute la recherche contre la jaunisse. Ensuite, donc, on va pouvoir commencer la première partie. La betterave sucrière en culture bio va commencer par l'azote. Donc l'azote, un appel très important, bien sûr. On rappelle les fondamentaux qui sont de bien réaliser un reliquat sortie hiver. Bien entendu, sur la totalité du profil, une betterave s'enracine très profondément. Les 90, tant qu'il y a du sol, tant qu'il n'y a pas de rupture par des cailloux, des choses comme ça, la betterave ira jusqu'à 90 chercher l'eau et l'azote. On l'a bien vu cette année, hein, elle était puisée très profondément l'eau. Donc c'est important de prélever sur les 3 échantillons, de bien les séparer, de bien renseigner la fiche AZOFERT, hein, parce qu'en fonction des postes, on peut vite avoir des enjeux de plusieurs unités d'écart, 10 à 30 par poste, et s'il y a 2 erreurs sur cette fiche ou 2 imprécisions, on peut vite arriver à 60 unités d'écart qui sont très importantes. Donc pour cela, ça nous permettra d'ajuster la dose conseillée. Donc qu'est-ce que c'est qu'AZOFERT, hein? C'est un bilan d'azote à partir de simulations. Donc, on a des reliquats post-récolte, bien sûr, que l'on mesure hein, par le biais de ce reliquat. Les besoins de la betterave sont toujours de 220 plus 30 unités qui restent dans le sol, donc 230 unités. On va déduire le reliquat mesuré, l'apport des cultures intermédiaires, la minéralisation de l'humus, les apports organiques si vous en avez fait, bien entendu, et également les résidus du précédent s'ils ont été enfouis ou exportés. En fonction de tout ça, c'est simulé par des modèles en fonction des conditions climatiques de l'année, température, pluviométrie et ETP, et cela vous donnera un conseil à la parcelle. C'est très important de bien renseigner tous ces critères-là, puisque comme vous le voyez, on peut avoir un enjeu de plus de 30 à 40 unités différentes aussi que par la minéralisation annuelle. Donc, si c'est bien renseigné, on sera au plus près de vous pour vous conseiller la bonne dose conseillée. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'azote. Donc, très important de faire ces reliquats de manière à compléter vos apports organiques par un apport d'azote au printemps, de manière à ce que cet azote soit disponible tout de suite pour la betterave, une libération rapide, hein, puisque bien entendu la betterave a un besoin d'azote au début, jusqu'au stade généralement couverture. Après, le sol prend le relais, mais c'est vraiment au début qu'elle a besoin d'azote, une libération très rapide de l'azote. Un autre élément très important pour la betterave, c'est le bore, ou la maladie du cœur noir, comme vous le voyez sur la photo centrale.
Donc, dès qu'on voit ces carences, ces craquelures sur les feuilles ou ces carences, ces cœurs noirs, les pétiole craquelés, c'est trop tard pour faire des apports d'azote, hein, des apports de bore, pardon. Il faut vraiment faire les apports de bore avant l'apparition des symptômes. Donc, la disponibilité en bord dépend bien sûr de la nature des sols et du climat. C'est pour ça que vous avez un tableau ANABAC que vous pourrez retrouver également sur le site internet de l'ITB, qui reprend en fonction du type de sol et de la proportion de bord disponible dans votre sol, les apports qu'il doit le faire en végétation ou au sol. Donc, deux types d'apports. Quand vous êtes dans un sol vraiment carencé, on apportera du bord au sol, du bord élément, et après qui sera relayé avec un ou deux apports en végétation, si c'est besoin. Mais on peut également apporter, comme la végétation, le bord. Alors, le bord, nous avons toujours beaucoup de questions sur le produit, hein, quel produit utiliser, hein, mais là, on parle bien de bord élément, c'est ça qui est important de voir ce qu'on apporte au champ. On ne parle pas en produit, hein, il y a différentes concentrations de bord dans tous les produits que vous pouvez acheter, mais c'est bien ça qu'il faut regarder et pas le nom du produit. Bien entendu, souvent, on parle vraiment que du bord élément, il y a beaucoup d'autres éléments des fois qui sont présents dans les produits, mais le plus important est vraiment le bord. Des fois, il y a un petit peu de cachet ou des autres oligo-éléments. Mais regardez bien que le bord, c'est celui-là qui est important et qui est important pour la culture de la betterave. Un autre élément important, on va changer un petit peu de caractéristique avant de passer aux questions. On va parler de faux semis. Donc, avant l'implantation, le moyen de diminuer la population de mauvaises herbes et de concurrence au niveau de la betterave, c'est bien sûr de faire des faux semis. Donc, des faux semis, soit avec des outils de préparation, je dirais traditionnels, hein, c'est la photo en haut à gauche, ou avec une hersétrille. Sauf que quand on fait avec une hersétrille, on a tendance plutôt à dessécher le lit de semences. On arrache bien les mauvaises herbes qui lèvent en fil blanc, voire cotylédon, mais aussi on assèche le sol et ça peut être préjudiciable après la levée des betteraves. Donc il faut vraiment privilégier les préparations de sol avec des vrais outils de préparation de sol que les hersétrilles. Vous avez devant vous un essai réalisé dans l'Aisne en 2021 où vous voyez que l'effet d'avoir fait 3 faux semis, on a réduit de 73% la population des mauvaises herbes, qui étaient cette année-là des gaillets, des renouliserons et des kénopodes. Donc, dès qu'on fait un faux semis, c'est clair qu'on recule la date de semis, bien entendu, mais on gagne tellement au niveau des mauvaises herbes que c'est relativement important aussi de réaliser ces opérations. Un autre essai que nous avons réalisé cette année en Normandie, donc là, pareil, avec, vous voyez la barre bleue, 0 faux semis, la barre orange, 2 faux semis, et la barre grise, 3 faux semis. On voit très bien l'impact. À gauche, vous avez les raies gras. On voit très bien l'impact des 2 premiers faux semis et même du 3e faux semis, mais c'est surtout les 2 premiers qui ont fait sur les raies gras. Et la baisse relativement importante de population des raies gras, puisque nous sommes tombés en dessous les 5 raies gras au mètre carré contre 55 dans la partie semée. Il faut rappeler également, vous le voyez sur la partie jaune, que ces semis ont été faits le 21 avril sur un labour et des préparations de sol. Hein. Donc là, c'est des vrais faux semis faits avec les outils de préparation de sol, d'où la photo avec le tracteur au-dessus. Les 2 faux semis ont été faits le 22 mars et le 5 avril. Si on regarde le graphique de droite, là on voit l'impact sur les pensées. Donc là on voit bien que c'est le 3e faux semis qui a fait le travail sur les pensées, puisque ces variétés, ces pensées lèvent plutôt plus tardivement que les raies gras, d'où l'efficacité du 3e faux semis et pas des 2 premiers. Mais il faut signaler également que pour ce 3e faux semis, on a encore redécalé d'1 semaine de plus les semis de betterave. Qu'est-ce que apportent ces faux semis au niveau du désherbage manuel? Donc c'est clair que les faux semis ne vont pas tout tuer les mauvaises herbes. Hein. Il faudra encore faire des outils de passage d'hersétrie ou de bineuse. Mais là, on a passé du même niveau sur les 3 objets, on a passé la même chose en termes d'herse-étrille et de bineuse. Par contre, on voit qu'on a économisé entre 50 et 60 heures de main-d'œuvre sur les faux semis. Donc on a réduit de 50% la partie désherbage manuel. Donc, à l'heure où c'est quand même relativement difficile de trouver du personnel pour faire cela, également un coût loin d'être négligeable, on le verra tout à l'heure avec d'autres exposés, on voit que les faux semis apportent quand même le coût du faux semis est faible par rapport à ce coût de main-d'œuvre. Et en finale, dans cet essai de Normandie, la parcelle était très propre, comme une parcelle, je dirais, conventionnelle, zéro présence de mauvaises herbes. Donc, voici la fin de la première partie.
Voici la fin de la première partie. Donc, on va pouvoir poser les questions. Donc, Maxime, tu vas peut-être pouvoir nous poser les questions, s'il y en a des arrivées, pardon. Oui, quelques-unes. Première question, si on apporte de la vinasse, peut-on considérer que la minéralisation du bore contenue dans la vinasse suffit aux apports de bore? Et puis même question dans ce style, est-ce que 5 tonnes de vinasse suffisent pour apporter le bore à la betterave en betterave bio? Alors, c'est des bonnes questions. Après, il faut déjà savoir quelle est la teneur en bore des vinasses, hein, parce que chaque vinasse est relativement différente en fonction des ans. On a les bonnes analyses pour au niveau de l'azote, la potasse. Au niveau bore, il faut faire des analyses de votre vinasse pour savoir ce qu'elle a vraiment dedans. Et également, en faisant des prélèvements de sol et en tenant la mesure de bore présente dans vos sols en ppm, vous aurez aussi la notion de bore disponible pour vos parcelles. Il faut également savoir qu'en période sèche, comme en 2022, le bore est plus difficilement assimilable par la betterave, donc il ne faut pas hésiter à faire un apport foliaire pour combler les besoins de la betterave. Autre question sur la quantité d'azote, peut-elle jouer sur la dynamique de développement des adventices? C'est une bonne question que je ne saurais répondre. Je ne pense pas. Hein, le salissement, la levée des mauvaises herbes dans un premier temps, la levée elle est plutôt liée à la présence de mauvaises herbes avant du stock semencier. Après le développement, s'il y a plus d'azote, ça développera peut-être plus vite, mais il faut surtout les tuer dès qu'elles sont toutes petites. Cotylédons, fil blanc, deux feuilles, et pas attendre qu'elles se développent plus avant de les tuer. Enfin, une question sur le nombre de jours entre le faux semis et le semis de betterave. Combien de temps faut-il attendre? Entre le faux semis, il faut le temps d'attendre que si c'est le premier faux semis, il faut laisser le temps. Première préparation de sol, je dirais qu'il n'est pas un faux semis en tant que tel. Il faut laisser le temps aux adventices de lever. Une fois qu'elles sont levées, qu'elles sont détruites mécaniquement, quelques jours, 3-4 jours après, on peut semer. Il n'y a pas trop d'inconvénients là-dessus. Mais c'est surtout attendre que les adventices lèvent. Et une fois qu'elles sont levées, en suffisamment au stade du cotylédon, ne pas forcément attendre trop longtemps. On peut faire une deuxième préparation et semer dans les 24-48 heures en fonction des conditions qui sont annoncées. Voilà pour les questions. Non, une qui arrive, pardon. Que pensez-vous des apports azotés par micro-organismes type azotobactère sur betterave? Alors, ce produit-là, je ne connais pas du tout. Je n'ai aucune information à vous donner sur ce schéma-là. Je ne sais pas si les collègues présents avec moi ont des informations. Mais on n'a pas vraiment de travail sur ce dossier-là, donc on ne peut pas vous répondre. Ça fait partie des évolutions. Le travail de l'azote et de la fertilisation en culture bio, c'est bien sûr un travail important. Jusqu'à maintenant, on a essentiellement travaillé sur l'implantation et le désherbage, qu'il soit mécanique. Le but était d'en arriver en zéro passage manuel. On n'a pas encore trop travaillé sur ces produits que vous citez, azotobactère, mais on va le noter pour pouvoir étudier la question sur l'année 2023. Enfin, deux dernières questions qui arrivent par rapport aux pertes de rendement liées à un semis tardif. Et puis, jusque quand est-il possible de décaler, de reculer la date de semis en betterave? Jusqu'à quand? Il n'y a pas vraiment de date limite d'arrêt de semis. Hein. On a vu des semis de betterave derrière des cultures type cive au mois de mai qui se passent très bien. Tout dépend dans quelle région on se situe. Si par exemple en région champenoise, ça va pousser jusqu'à la fin, donc c'est pas vraiment un souci. Ça va pousser, il n'y a pas de date limite, mais c'est sûr qu'en plus on recule, en plus on va perdre du rendement potentiellement, le potentiel en tout cas. Après, l'autre question, c'était perte de rendement. Alors après, il faut jongler entre une parcelle propre avec un semis tardif, on va dire, un semis de fin avril, ou une semis, on va dire, de fin mars, avec beaucoup de kénopodes, beaucoup d'autres mauvaises herbes. Et là, le bénéfice, il est clairement en faveur du semis tardif, parce qu'un kénopode, au mètre carré, on peut vite perdre de la population et on peut surtout perdre vite son champ et ne pas pouvoir le récolter à terme. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat. Si le champ est propre, on peut semer très tôt. Si le champ est sale, il vaut mieux faire des faux semis pour s'en sortir. Voilà pour les questions pour le moment. Merci. Donc maintenant, j'ai laissé la parole à Maxime qui va nous parler de l'implantation en culture biologique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Maxime Allard, responsable de la délégation Champagnonne. Effectivement, je vais revenir sur une petite thématique sur l'implantation
de la betterave en culture bio, notamment au travers de nos expérimentations sur ces modes d'implantation. 2 années d'essais réalisés en sol champenois à Bazancourt, dans la Marne, en 2021 et 2022, essais qui avaient pour objectif de mettre en comparaison du semis classique comparé à du semis sous bâche. Donc sur ces 2 années d'expérimentation, des comparaisons en micro-parcelles ou pour l'année 2022 en grande parcelle agriculteur. Donc vous avez ici en image une présentation de la technique pour pouvoir bâcher les sols. Donc c'est un outil combiné qui est développé par la société Samco en partenariat avec les établissements Doré situés dans l'Aube. Donc vous avez ici une photo de cet outil avec 3 parties. La première partie, ici à l'arrière du tracteur, qui permet la mise en place de la bâche, donc bâche qui va être bordée, si je puis dire, en terre. Une seconde partie ici avec la mise en place de la graine, donc le dépôt de la graine grâce à des becs qui viennent perforer et déposer la graine sous la bâche. Et puis enfin une troisième partie qui permet le rappui de la ligne de semis ici avec une rangée de pneumatiques. Donc cet outil depuis 2022 est développé en 6 rangs, initialement en 4 rangs pour l'année 2021, donc 6 rangs aujourd'hui, ce qui permet des débuts de chantier plus importants. Une photo ici à droite du paillis biodégradable. Voilà ce que ça donne une fois que le travail est effectué. Donc c'est une bâche plutôt noire, donc biodégradable à base d'amidon de maïs, de miscanthus et puis de charbon naturel qui lui confère cette couleur opaque limitant la levée des adventices en interrang. Donc quelques photos, quelques retours en photo sur les 2 années d'expérimentation. Donc vous avez ici la comparaison du semis classique et du semis bâché à la mi-juin. Donc en 2021, c'était des expérimentations qui ont été mises en place au 19 avril 2021. Donc vous voyez la différence ici avec la parcelle bâchée qui est un petit peu plus développée que le semis classique. Sur 2022, la différence est beaucoup plus importante avec une avance de végétation vraiment notable pour la partie bâchée, des semis réalisés aux alentours du 12 avril dans des conditions de sécheresse qui ont perturbé naturellement la levée en termes de population et en termes de vitesse de levée sur le semis classique, donc une avance de végétation vraiment importante pour le semis bâché, ce qui permet parfois de passer au travers du complexe parasitaire notamment, en comparaison des deux techniques. Donc un avantage certain pour cette technique de bâchage. Un point sur les productivités de ces 2 années, donc toujours sur notre frise de temps, l'année 2021, avec des récoltes en micro-parcelles réalisées grâce à notre petite intégrale de récolte. Et puis l'année 2022, des comparatifs en récolte manuelle sur la parcelle agriculteur, on va le voir par la suite. Donc sur ces 2 années, une productivité qui est nettement améliorée, ici exprimée en pourcent du semis classique, avec 16% de productivité en plus pour l'année 2021 et 12% pour cette année 2022, en faveur du bâchage. Je vous propose un petit focus un petit peu plus précis sur cette expérimentation 2022 pour arriver jusqu'au bilan économique. Donc ici, quelques éléments. Donc sur la parcelle agriculteur, un comparatif de 2 hectares en semis classique et 2 hectares semis sous bâche. On était sur une interculture moutarde, un précédent triticale. La variété implantée était la variété Gelera, ce qui a permis de contrôler la cercosporiose sans application supplémentaire. En termes de fertilisation, 7 tonnes de fientes à l'hectare. Au niveau de l'itinéraire cultural, vous l'avez ici dessiné. Donc le 26 mars, un labour, suivi d'un faux semis le 2 avril, et puis préparation pour l'implantation aux alentours du 9 avril. Quelques éléments sur le semis classique en termes de désherbage mécanique, donc 3 binages, le premier le 10 mai, suivi d'un second binage le 25 mai, et enfin un dernier binage butage le 5 juin.
En termes de binage et de désherbage manuel, ce sont 125 heures qui ont été nécessaires sur la partie semis classique. Pour le semis sous bâche, 2 binages avec une bineuse spécifique, développée aussi par la société Doré, qui permet de venir biner l'interrang qui est non couvert par la bâche. Donc 2 binages réalisés le 10 mai et le 1er juin en prestation. Et 30, in fine, 30 heures par hectare de binage manuel pour pouvoir finir de nettoyer cette parcelle bâchée. Un petit point sur le bilan sanitaire au travers de cette photo. Donc, sur les notes d'efficacité de désherbage, propreté de 8 sur 10 pour le semis bâché, donc tout à fait correct. En comparaison du semis classique, malgré le temps horaire passé à désherber manuellement, on voit qu'on a encore beaucoup d'adventices dans cette parcelle-là, une note de 6 sur 10 avec beaucoup d'adventices rampantes, type renouer des oiseaux, renouer liseron. Un autre point sur ce bilan sanitaire, c'est la moindre pression jaunisse, j'allais dire, dans la partie bâchée, même si cette parcelle a subi peu de pertes, vous le voyez ici au travers des pourcentages de surface touchée, on note une petite différence en faveur du bâchage, sans doute liée à une perturbation visuelle de l'ensemble de ce sol couvert par rapport au puceron. C'est sans doute le cas, c'est ce qu'on espère aussi avec notamment les techniques de plan de campagne qu'on réalise dans le cadre du PNRI. Voilà, on a peut-être les mêmes effets avec ce bâchage. Un point sur les résultats de productivité de cet essai 2022. Donc vous le voyez ici à l'écran avec les productivités en rendement racine, en rendement à 16 et puis les richesses. Donc on voit que la différence de productivité pour l'année 2022, elle se fait essentiellement sur le poids racine, puisqu'on a des richesses tout à fait équivalentes entre les deux modalités. Donc 10 tonnes d'écart en rapport au poids racine, ça s'explique, on l'a vu sans doute par la croissance qui a été améliorée dans le bâchage, mais aussi par la population, puisque l'objectif de densité de semis pour le semis classique était de 90 000 pieds, donc un espacement de 25, permettant un désherbage manuel plus rapide autour des plantes. Donc on le voit, un taux de levée assez faible, à 65 000 pieds, au vu des conditions de l'année, en comparaison au semis sous bâche, avec une densité de semis de 130 000 pieds et un taux de levée aussi malgré tout assez décevant qui va s'améliorer, on le verra par la suite dans les années à venir, avec un taux de levée à 95 000 pieds hectares. Donc des rendements supérieurs liés à la croissance, à cette population aussi supérieure sans doute, et puis à la propreté, on l'a vu. Si on fait un rapide bilan économique sur cette expérimentation 2022, vous avez ici sur ce graphique l'ensemble des charges qui diffèrent entre ces deux modalités, donc le semis classique et le semis bâché, avec le coût de semence ici en violet, donc qui est naturellement différent puisque la densité de semis n'était pas la même. On voit ici aussi sur ce graphique le fort pourcentage lié à l'implantation et au mode d'implantation du semis bâchage, qui est facturé à 1 300 € de l'hectare, prestations comprises et bâches comprises, en comparaison d'un semis classique. Les aspects sur le désherbage mécanique, donc 3 passages pour le semis classique et puis 2 passages à 170 € de l'heure pour la bineuse spécifique. Et puis la différence, elle se fait aussi notamment, on l'a vu, sur le nombre d'heures passées à désherber manuellement. Alors nombre d'heures qui aurait sans doute pu être réduit sur la partie semis classique si nous avions utilisé des outils un petit peu plus spécifiques de désherbage mécanique, type RC-Tri notamment, pour réduire cette part de désherbage manuel. Donc le bilan final, vous l'avez ici à droite. Donc on a un gain de rendement de 680 € de l'hectare, puisqu'on a repris nos 10 tonnes en faveur du semis bâché, auquel on a appliqué un coefficient, puisque c'est des récoltes expérimentales, un coefficient de moins 15%. Donc, ça nous amène à 8,5 tonnes hectares, multiplié par le prix de la betterave bio approximatif. À cela s'ajoute naturellement l'économie de charge entre ces deux techniques. Et bien, in fine, ce sont près de 1 000 € en faveur de la technique de semis sous bâche.
Un point sur les évolutions prévues en 2023 par la société Doré et la société Samco. Donc des travaux qui vont être effectués sur la stabilité de l'outil, pardon, notamment pour avoir une meilleure tension de la bâche centrale, qui a parfois tendance à s'envoler un petit peu. De gros travaux surtout sur la régularité du dépôt de la graine, hein, pour éviter les manques. On l'a vu, hein, avec des taux de levée qui n'étaient pas forcément satisfaisants. Éviter aussi les doubles levées, puisque à chaque fois qu'on a une graine qui ne lève pas, c'est une adventice, hein, qui va rapidement se développer à l'endroit du trou réalisé par la machine. Et puis des travaux aussi de prospective sur la couleur de la bâche, pour peut-être tendre vers des couleurs un peu moins noires, hein, donc des travaux sur ces couleurs, avec tout en gardant, pardon, des propriétés identiques sur la bâche, notamment sur l'opacité, hein, pour limiter la levée des adventices en interne. Un dernier point, si vous le permettez, sur d'autres alternatives aussi qu'on teste à l'ITB, notamment avec le repiquage, qui n'a pas donné de résultats présentables, j'allais dire, sur nos 2 dernières années d'expérimentation. Simplement quelques éléments. Les inconvénients de cette technique de repiquage, ça va être le coût du plan, hein, et du repiquage, et puis aussi des difficultés d'implantation. C'est pour ça qu'on ne vous présente pas de résultats aujourd'hui. On le retrouve ici au travers de la conformité des racines, hein, avec des betteraves qui ont du mal à se développer. Vous avez ici sur ce petit graphique des notations de conformation de racines réalisées sur notre essai de Bazancourt en 2021, avec plus de 90% de racines fourchues, hein, sur la partie repiquage, en comparaison du semi-classique avec seulement 20%. Donc des difficultés d'implantation et puis une augmentation de la tartère dans ces situations. Par contre, trois avantages pour cette technique de repiquage. La première, c'est qu'on implante des betteraves qui sont déjà à 4 feuilles, donc on passe rapidement le risque vis-à-vis des ravageurs, notamment des ravageurs souterrains, donc ça c'est un gros avantage. Et puis le second, c'est qu'on peut intervenir très précocement sur ces betteraves repiquées, seulement quelques jours après le repiquage, ce qui va au final entraîner une baisse du temps de désherbage manuel, et donc une augmentation de la rentabilité par rapport à cette technique. Voilà sur ce petit point par rapport au mode d'implantation, donc au travers de nos expérimentations réalisées en Champagne. Merci Maxime. Des questions qui arrivent dans le chat, les questions. La première, avec ces techniques de bâchage, est-ce que c'est plus difficile de gérer les mauvaises herbes qu'en culture conventionnelle, je dirais qu'en semi-conventionnelle? Pour les interrompre, certainement, c'est peut-être la partie là où… Ah bah oui, alors depuis que la société Doré, au travers du prestataire, propose une bineuse adaptée, voilà, on peut aujourd'hui désherber l'interrang non bâché sans grande difficulté. Voilà, et dans notre exposé, tu nous parles de dépôt de semences et pas de semis. Oui, c'est du semis. C'est simplement que la machine vient déposer la semence, enfin, trouer la bâche et déposer la semence, qui sera ensuite rappuyée, je vous l'ai montré sur la photo, par la rangée de pneumatiques à l'arrière. Et puis également, là, tu nous as parlé d'expérimentation en terre blanche de Champagne. A-t-on des informations sur des terres un peu plus colorées que cela, sur le niveau de la bâche? Alors là, je vous ai présenté les résultats effectivement en terre de craie. D'autres expérimentations ont été réalisées notamment par mes collègues de l'Aisne, avec des résultats plus décevants. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vous ai présenté les résultats qu'on pouvait avoir dans nos types de sols champenois. Donc les tests seront poursuivis naturellement dans les années à venir pour confirmer ce gain de productivité qu'on peut obtenir en terre de craie. Une question qui arrive à l'instant sur le repiquage. Ici, est-il d'une manière plus automatisée que du repiquage manuel, ou je dirais avec, comme on a pu faire en XP pendant quelques années? Oui, il doit exister sans doute des machines plus automatisées, donc auxquelles on n'a pas eu accès sur nos 2 années d'expérimentation. Donc, ce qui fait qu'on a eu des difficultés d'implantation, et
voilà, des betteraves qui avaient vraiment du mal à croître et des résultats de productivité, en tout cas pour cette année 2022, très décevants. Ok, bah donc j'ai épuisé les questions sur le chat. On va pouvoir continuer. Je te rends la parole. Merci. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu de désherbage. Bien sûr, le désherbage mécanique. Hein. L'objectif de toute notre expérimentation, c'est de faire 0 passage manuel. Hein. C'est vraiment l'objectif. Donc pour ça, on met en place, vous le savez bien sûr que la betterave est particulièrement sensible à la concurrence des adventices, hein, dès le stade levé. Hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment détruire ça très très tôt, dès le stade cotylédon, voire fil blanc même, avec certains outils comme la RT-Tri que vous avez là. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'une préparation de sol soit super nivelée et très rappuyée. Hein. En plus, ça sera rappuyé et nivelé, en plus, on pourrait passer tôt avec des outils de désherbage mécanique. C'est très important. Dès que c'est veule ou qu'on voit des outils de préparation de sol, vous aurez des difficultés à bien régler la machine et à pouvoir désherber sur la totalité du rang. Il faut être très réactif, notamment pour les premières interventions. Là, il ne faut pas avoir peur d'y aller, même quand les betteraves sont à des stades de 2 feuilles. Dès le stade des feuilles, on peut intervenir. On le verra sur la slide d'après. Et très réactif. Et même, des fois, il y a des créneaux de quelques heures ou en fin de journée qui peuvent passer avec un léger essuyage. Ça nous permet de passer et de détruire ces fils blancs. Et tout ce qui est détruit est détruit. Le coût d'un passage RT-Tri, ce n'est pas très élevé, hein, 20-25 €. Mais derrière, on élimine quand même beaucoup d'adventices. C'est impressionnant. Un autre point, vous avez une photo de betterave à 2 feuilles également à droite. Hein, ça permettra de voir un petit peu le stade avec des passages répétés. Donc, on arrivera à tuer tout cela, bien sûr. C'est important. Et donc, de travailler sur la totalité du sol. Ensuite, je vous présente un tableau récapitulatif des outils. Hein, vous avez les outils sur la gauche, hein, avec la houe rotative, les outils disponibles en tout cas en désherbage mécanique, comme la houe rotative, les herses étriacables. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que la pression, alors soit par câble, maintenant ça peut être du pneumatique, hein, il y a plusieurs, la technique avance beaucoup sur ces étrilles, elles deviennent pratiquement toutes avec des réglages de pression de ressort sur des câbles, sur du pneumatique. Je dirais les herses étrilles normales, les roto-étrilles, les bineuses classiques. Et là, on a mis doigt crest, donc c'est vrai que c'est une marque, mais c'est les doigts qui viennent faire donc l'intra-rang, hein, les adventices qui sont présentes sur le rang. Donc vous avez ça sur le côté à gauche. Vous avez 2 lignes par outil. La première, c'est sur la perte de pied. Donc ça veut dire que quand on travaille par exemple avec une houe rotative au stade cotylédon, vous voyez que c'est fort la perte de pied. Donc ça veut dire que là, on a beaucoup de chances d'éliminer beaucoup de populations de betteraves. Donc c'est plutôt déconseillé de faire cette chose-là, ou alors il faut vraiment regarder de très près, mais c'est plutôt déconseillé d'aller faire un passage rotatif très précoce. Et vous voyez également que la colonne d'en dessous, avec la ligne en dessous, on parle d'efficacité adventice. On voit que cette passage d'eau rotative, par exemple, au stade cotylédon, ben, on a une efficacité moyenne. Voilà. Donc voilà comment explique ce tableau. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a marqué non conseillé. Donc ça veut dire que là, il ne faut pas sortir les outils de désherbage mécanique, il faut attendre pour travailler. Hein, et que sinon, on a trop de dégâts. Donc vous voyez que malgré tout, sur l'efficacité adventice, avec les herses à câble, on a dès le stade des feuilles une très bonne efficacité et un risque très faible de perte des betteraves au stade de feuilles. Par contre, au stade cotylédon, vous le voyez, on n'a pas d'outils, hein, on a tous les outils, on perdra, soit ils sont décossés, soit on perdra vraiment beaucoup de population. Donc là, c'est plutôt déconseillé de travailler à stade cotylédon. Par contre, au stade de feuilles, on peut se permettre déjà de passer des herses étrilles avec pression de ressort, c'est très important. La pression de ressort est bien de régler cette pression pour avoir une bonne efficacité. Par contre, comme vous le voyez, dès le stade 4 feuilles, on peut dire que tous les outils passent très bien sur le rang avec des pertes de population faibles et une bonne efficacité du désherbage mécanique. Le doigt cresse, bien sûr, là c'est un réglage très fin, il faut attendre encore un petit peu plus pour pas faire les passages et on a toujours un risque de perdre des betteraves à ce niveau-là. Donc tout à l'heure, Maxime vous a parlé de repiquage. L'avantage du repiquage aussi, c'est de mettre des betteraves au stade 4-6 feuilles et quelques jours après le repiquage, on peut déjà passer une hersétrille. Donc quand on a préparé le sol et qu'on a repiqué des betteraves, je dirais que c'est comme un faux semis, donc 8 jours après, quelques jours après leur piquage, 8 jours, 6-8 jours, on peut déjà passer l'hersétrie, par exemple, et là, on n'aura pas de perte de pied et une bonne efficacité du désherbage. Donc, c'est très important. Et ce tableau, donc, vous le voyez, la source est un groupe bio des Hauts-de-France et l'ITB qui a réalisé ce tableau
tableau que bien sûr vous retrouvez sur le site internet de l'ITB, donc la partie betterave bio. Donc maintenant, on va donner la parole à Hugues Bergamini qui va nous parler de l'expérimentation robot Farm Droid que nous avons menée cette année en Île-de-France. Hugues, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Hugues Bergamini, délégué régional de la région Île-de-France. Donc moi je vais vous parler du robot Farmdroid 2.0. Donc tout d'abord quelques informations générales sur le robot. Donc ce robot-là a été conçu par la société Farmdroid, qui est une société danoise. Elle est essentiellement développée et commercialisée par la société Stecomat en France. Il faut savoir que ce robot Farmdroid sème et bine les betteraves. Il a les deux possibilités, et à noter qu'il ne bine uniquement des betteraves qu'il a semées, parce qu'il a la capacité de géolocaliser chaque graine. Donc, il faut absolument qu'il ait semé les betteraves pour pouvoir ensuite les biner. Ensuite, il est conçu pour travailler entre 4 et 5 hectares par jour. Il est capable de travailler également 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une autonomie d'environ 20 hectares et par an. Et son coût est d'environ 100 000 €. Et nous, à l'ITB, on a eu la possibilité d'avoir une subvention de la région Île-de-France pour acquérir ce robot. Et donc, et ce sont des travaux aussi qu'on a menés en collaboration avec la Chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France. Donc, quelques descriptifs du robot, comment il est composé. Donc, vous avez deux antennes GPS que vous avez en blanc. Ensuite, il y a également une antenne qui permet d'être en liaison avec la base GPS RTK qui est basée à la ferme. Donc, il faut savoir que le robot peut travailler sur un rayon de 10 km autour de la ferme où est située la base. Ensuite, pour le régler et pour le diriger, il y a une console avec toutes les commandes à disposition. Donc, toutes les manipulations du robot se font via cette console. En rouge, vous pouvez voir la corde de sécurité qui permet de mettre en arrêt le robot s'il rencontre une pierre, un gibier, un obstacle quelconque. Le robot s'arrête immédiatement. Et il s'arrête immédiatement dans le champ. Il faut le relancer soi-même. Et devant, il est dirigé par une roue directrice qui permet notamment d'intervenir pour semer droit et pour faire les manœuvres, que ce soit des manœuvres à 90 degrés ou pour faire des demi-tours. Et ensuite, il est composé de 4 panneaux photovoltaïques qui permettent en permanence de recharger les 2 batteries pour permettre l'autonomie du robot. Donc, voilà un petit peu les différentes caractéristiques du robot. Voici un petit peu comment on peut utiliser la console et gérer les différents réglages. Donc, par exemple, à gauche, lors du semis, on choisit la parcelle. Donc là, c'est la parcelle numéro 5 à Auferville, donc sud Seine-et-Marne. On peut lui donner la distance entre les graines sur le rang. Donc ici, on l'avait réglé à 17 cm entre les graines. Donc voilà, pas mal de réglages. Et également lors du binage, là, c'est les fameux couteaux que vous allez pouvoir voir en vidéo dans quelques instants, ou qui permettent de régler leur vitesse de déplacement, ainsi que la distance qui peuvent intervenir par rapport à la graine sur le rang. Donc voilà un petit peu le réglage semis et les réglages binage. Donc, lorsque on a passé plusieurs fois le binage, on voit à partir du stade 4-6 feuilles, on voit parfaitement les betteraves alignées. Donc, sur la gauche, vous avez le sens du semis à l'horizontale et on voit que les betteraves sont parfaitement alignées à 90 degrés du sens du semis. Et si on regarde bien sur la photo de droite, il y a également un alignement à 45 degrés. Donc, toutes les betteraves sont alignées et cela vient du fait que lorsque le robot sème les 6 rangs, et chaque betterave est déposée en même temps sur les 6 rangs. Donc, on a un alignement parfait des betteraves dans tous les sens.
Donc là, je vais vous montrer maintenant différentes photos. Donc là, c'est une photo lors du semis. Donc, comme l'a dit Ghislain, au niveau du semis, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une préparation de sol la plus plane possible, la plus fine possible et la plus rappuyée. Là, on voit qu'on avait pas mal de mottes dans la préparation avec des conditions de reprise assez compliquées. Et on va voir au niveau de l'élément semeur de droite du robot que lorsqu'il rencontre une motte, il a tendance à se soulever, ce qui fait qu'après, on n'a pas une très bonne pour une bonne régularité en termes de profondeur de semis. Donc là, pour le robot, il faut vraiment une préparation de sol la plus plane, la plus fine et la plus rappuyée possible. Donc, pour autre petit point aussi, pour une question de réglementaire, comme il se déplace totalement de façon autonome, et ben, sa vitesse maximale de déplacement est de 950 mètres/heure. Ça, c'est la réglementation qui veut ça. Et nous, en général, il a tourné entre 650 et 700 mètres/heure de vitesse de travail. Donc, ça, c'est pour la partie semis. Donc, on a vu la partie, l'élément semeur de droite. Et ensuite, là, c'est le premier binage, donc en post-semis prélevé. Donc, on est vraiment les toutes premières. Il y avait quelques petites betteraves qui commençaient à sortir. Et il y a des couteaux qui se mettent en place. Donc là, vous voyez mon pointeur. C'est ce couteau-là qu'il faut regarder. Et lorsqu'il rencontre une betterave, il se décale pour pouvoir éviter la betterave et ne pas la détruire. Donc, tout le principe du binage, c'est comme avec des désherbages chimiques, c'est être à la fois efficace sur les mauvaises herbes tout en étant sélectif des betteraves. Et là, vous allez voir que le couteau, il va se décaler à chaque fois qu'il rencontre une betterave. Et comme les graines sont semées en même temps, c'est pour ça qu'on a les 6 couteaux des 6 rangs qui travaillent de façon identique et exactement au même moment. Donc, et tous ces réglages de couteaux-là, de la vitesse de déplacement, c'est ce qu'on règle dans la console que je vous ai montré précédemment. Et là, on va voir une vue du dessus, comment travaille le couteau pour éviter les betteraves. Donc pour lui, comme chaque graine semée, c'est une betterave qui va lever, qui va se déployer, et ben c'est pour ça que même quand il y a des problèmes de levée et des betteraves qui ne lèvent pas ou qui ont été détruites préalablement lors des différents binages, et ben pour lui, il y a quand même une betterave. Donc c'est pour ça que même lorsqu'il n'y a pas de betterave, le couteau se déplace, car pour lui, il y en a une. Donc là, on retrouve le binage. Et enfin, pour moi, le dernier binage qu'on peut faire, c'est au stade de 10-12 feuilles, parce qu'après, le robot a tendance à prendre les feuilles des betteraves et à tirer les betteraves. Et si les betteraves ne sont pas très, très bien enracinées, eh ben, ça peut aller jusqu'à de la perte de pied. Donc, pour moi, voilà pourquoi j'indique que c'est le dernier binage, le dernier stade pour lequel on peut biner les betteraves. Donc voilà, à l'issue des différents binages, dans la parcelle, j'avais trois populations variables. Donc une population un peu faible, aux alentours de 40 000 pieds hectares. La moyenne de l'essai était aux alentours de 65 000 pieds. Et on avait quelques zones qui étaient un petit peu mieux, notamment en termes de préparation de sol, un petit peu moins moteuse, où on avait une population à 85 000 pieds hectares, mais la grande majorité de la parcelle était à 65 000 pieds hectares. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour le robot, il faut vraiment une préparation de sol la plus fine, la plus plane et la plus rappuyée possible. Parce que si c'est pas bien rappuyé, on voit que les éléments semeurs sont un petit peu limites en termes de poids et de rappuyage. Donc, on peut avoir une profondeur des graines irrégulière. Après, ce qui est plutôt bien, c'est que le réglage des couteaux, c'est vraiment un compromis entre l'efficacité sur les mauvaises herbes, tout en étant sélectif des betteraves.
Pour une première année, j'ai trouvé que la prise en main était très facile du robot, et que ce soit dans les déplacements automatiques ou manuels. En termes d'outillage, pour les différents réglages, une clé de 13 suffit. L'autonomie de l'appareil, elle est vérifiée. Moi, jamais eu de souci lorsqu'il travaillait, jamais eu de souci de problème de batterie ou quoi que ce soit. Et on peut biner des betteraves jusqu'au stade 12-14 feuilles. Donc voilà, la technologie pour géolocaliser les graines, elle est là, parce qu'on voit bien que les betteraves sont bien alignées. Donc voilà les différents points à retenir. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Simon Pelosi de la Chambre d'agriculture Région Île-de-France, qui a également travaillé sur ce robot Farmdroid cette année. Je te laisse la parole, Simon. Donc Simon Pelosi, conseiller grande culture bio à la Chambre d'agriculture de Région Île-de-France sur la Seine-et-Marne. On a mené une expérimentation dans le cadre du programme de financement de la région Île-de-France Innovation. Il y avait 3 robots, un en bio, un avec l'ITB et un sur la ferme Pilote Innovation. Et l'objectif est que ces robots soient finançables en PCAE. Donc, on a mené un essai sur 5 hectares. Pour vous donner le contexte, il y avait une partie classique, donc avec un passage d'étrier à l'aveugle, un passage de houe à 6 feuilles et 3 binages, plus pour compléter 40 hectares de désherbage manuel. Et l'itinéraire Farmdroid, où donc là, le binage du robot a été lancé dès le lendemain du semis, puis tous les 5 à 8 jours. Et il a quand même fallu compléter à la fin par un binage classique après l'arrêt du robot, parce que, comme tu disais, Hugues, au bout d'un moment, le robot, quand il rentre entre les pieds de betterave, peut faire de mal que de bien. Et compléter à ça par 4 hectares de désherbage manuel. Donc, sur les densités de pieds levés concrètes, on a compté 110 000 pieds sur la partie Farmdroid pour 120 000 semés, donc 92% de levée, contre 94 000, toujours pareil pour 120 000 semés, sur la partie classique. Donc rien que là, on note une non-perte, entre guillemets, de 16 000 pieds hectares, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, sur le tableau suivant, sur les comptages d'adventices, donc on avait une petite partie témoin où on était autour de 76 adventices par mètre carré. La partie désherbage classique qui était autour de 4 pieds par mètre carré, et la partie Farmdroid à 0,26 par mètre carré. Donc l'efficacité du désherbage est proche du 100%. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que sur les 0,26, il y en a 50% qui étaient des jeunes plantules en croissance. Du coup, après le passage d'irrigation, ce sont des pieds que l'on a pu retrouver plus facilement que sur la partie classique. Sur l'approche des coûts et des estimations de gains, donc le coût d'achat du robot est autour de 100 000 €, comme tu disais, Hugues. On a considéré un amortissement sur 5 ans et pour le faire tourner sur 20 hectares par an. Il faut également ajouter autour de 4 500 € par an de frais de fonctionnement, donc maintenance, assurance. Et donc, le tout ramené par hectare et par an, ça représente un coût d'autour de 1 240 € par hectare et par an. Les estimations que je vais présenter, on est bien d'accord, ce sont uniquement des estimations. C'est à adapter selon les programmes de désherbage manuel, et on est en attente des résultats définitifs de rendement. Donc, pour l'instant, ça reste que des estimations. Mais cela dit, donc en désherbage manuel, on passe de 40 heures hectare à 4 heures, donc l'économie de 36 heures à l'hectare représente 720 € l'hectare. L'économie des passages d'outils de désherbage mécanique, donc de RC tri, bineuse et houe, représente 140 € hectare d'économiser.
et on a estimé le gain de rendement autour de 580 €/hectare en plus. Donc, si on est dans ce cas-là et qu'on arrive à tout cumuler, au final, alors c'est pas vraiment un gain, mais c'est une évolution de résultats qui se situe autour de 1400 €/hectare, donc ce qui compense quelque part le coût d'achat et de fonctionnement annuel du robot. Sur le ressenti, sur le retour d'utilisation, comme on a dit jusqu'à maintenant, la préparation du sol est vraiment primordiale. S'il y a trop de mottes ou si c'est pas suffisamment plat, le robot peut soit arracher les betteraves, soit envoyer les mottes dessus et donc les casser par la suite. Le passage du semoir au binage demande un temps d'adaptation, mais c'est relativement simple d'utilisation. Tout est bien fléché sur le bâti du robot, donc ça se fait relativement bien. Les fils de désherbage peuvent s'user vite selon les terrains, notamment si c'est trop sec ou s'il y a quelques petits cailloux. Sur les fils de désherbage, c'est ce qu'on voit, je sais pas si on voit ma souris, juste ici, ce qui passe entre les rangs, relativement fin. Il faut vraiment lancer le robot en désherbage dès que le semis est fini pour plus d'efficacité. Donc ça, c'est comme tout désherbage mécanique, l'efficacité accrue au stade filament blanc. Sur le suivi, alors ça nécessite un suivi malgré tout, ne serait-ce que pour se rassurer, pour pas laisser le robot seul, même s'il peut, mais ça demande quand même d'être un minimum suivi. Et il y a un principe d'alerte sur le smartphone qui est très pratique d'utilisation. Sur l'efficacité, vous l'avez vu sur les comptages, vraiment l'efficacité est très bonne. Il y a de très bons résultats en désherbage. Mais pour arriver à ça, il faut que le robot tourne en permanence. Il ne faut pas l'arrêter du début à la fin jusqu'à ce qu'il puisse. Et donc sur le long terme, il y a un intérêt visible pour maintenir la flore adventice et aussi se détacher du désherbage manuel. Hugues, si tu veux reprendre la parole. Merci Simon pour cette présentation. On va passer aux questions sur la partie donc désherbage mécanique et robotique. Donc Maxime, c'est toi qui les reçois. As-tu des questions à nous poser? Je vais déjà m'excuser, pardon, pour la qualité de la vidéo. C'était très saccadé. Est-ce que c'est lié au réseau? La vidéo, on l'avait vue avant, elle passait plutôt bien. Est-ce que c'est les réseaux qui perdent un peu le fonctionnement? Mais enfin, excusez-nous, elle était vraiment de mauvaise qualité. Elle saccadait beaucoup. Maxime, des questions? Alors, 2 questions pour le moment sur les robots. Première question, à quoi correspondent les coûts de fonctionnement annuels qui ont été évoqués? Donc, c'est dans l'exposé de Simon, ça, je pense. Tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, oui, c'est bon, c'est bon. Les coûts de fonctionnement annuels, du coup, c'est les frais de maintenance. Donc, par exemple, le changement des fils de désherbage et les assurances. Ok, merci. Seconde question pour Simon, une nouvelle fois. Le gain de rendement est-il lié aux 16 000 pieds supplémentaires? Alors, nous, c'est basé là-dessus, comme on n'avait pas encore les rendements concrets, les retours de rendement. Du coup, on s'est basé sur ce gain de rendement lié aux 16 000 pieds non perdus, mais on est d'accord que c'est un peu approximatif, ça reste à prendre avec des pincettes, mais pour l'instant, on n'avait que ces chiffres-là pour avoir une idée du gain. Et à terme, je dirais, la parcelle sera récoltée, tu auras les vrais rendements de l'agriculteur, c'est ça, sur les 5 hectares, si j'ai bonne mémoire? Je n'ai pas entendu le début, pardon. Je dis, dans peu de temps, tu auras le rendement réel sur les 5 hectares d'expérimentation. Voilà, c'est ça. Partie Farm Droid et partie classique, et donc là, on pourra vraiment chiffrer le gain lié. Ok, merci. Une autre question, y a-t-il une caméra pour surveiller à distance le robot? Oui, alors il y a une seule caméra qui est juste devant le robot. On voit
peu, mais ça peut permettre de le voir avancer via le smartphone, ça peut rassurer. Mais on n'a pas beaucoup plus d'éléments sur la caméra. On voit juste qu'il avance. Merci beaucoup. Encore une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a un projet d'amélioration sur le robot, comme par exemple la localisation d'oligo-éléments ou d'autres types de fertilisants? Ma connaissance, non. Mais si c'est pas impossible, enfin, je suis pas dans le commerce du robot, donc je saurais pas vous dire. Non, moi non plus, mais ça paraît compliqué. Excuse-moi Simon, mais ça paraît compliqué de rajouter encore des trémies importantes, des oligos, ça ne sème pas comme des unités de betterave, 100 000 plantes à l'hectare. Si vous partez avec 5-6 unités de semences, une unité c'est entre 3 et 4 kilos. Donc en fonction de si vous en mettez une pour tous les éléments ou 5-6 unités, c'est relativement faible. Des oligos risquent d'être beaucoup plus importants que ça pour en charge. Et donc, du coup, la capacité du robot ne ferait peut-être pas les 24 heures, ne tiendrait pas 24 heures comme c'est fait pour le désherbage ou le semis actuellement. Pourquoi pas en échange avec eux, mais pour l'instant, c'est pas, je dirais pas, c'est pas en N-1 ou N-2. Ok, encore une question. L'abonnement aux balises RTK est-il obligatoire? Ça, Hugues, vous avez l'information? Il y a des abonnements spécifiques aux balises RTK? Vous m'entendez là, Simon, Hugues? Oui, je vous entends. Non, pour moi, vas-y. Est-ce qu'il faut une balise, est-ce qu'il faut un abonnement supplément pour les balises RTK? Non, c'est sur la base RTK de la ferme. Et après, il y a un frais d'abonnement pour pouvoir se relier dessus, mais ça ne demande pas une nouvelle balise. Ok, merci. Voilà tout pour les questions sur le robot. Tu as des questions sur le phosphate peut-être avant? Alors, ou le désherbage mécanique? Oui, on peut revenir sur le désherbage mécanique avec une question, notamment par rapport à la prélevée. Peut-on faire des passages mécaniques avant la levée? Et si oui, quel risque ou encore à quel moment? Alors oui, bien sûr, on peut faire des passages si le sol est suffisamment ressuyé pour passer une hercétrie à câble uniquement, hein, ou câble, un réglage de pression de ressort en tout cas. On peut le faire jusqu'à temps qu'il ne faut pas que l'hypocotyle soit décollé, entre guillemets. Si l'hypocotyle commence à décoller la graine, là, il faut tout de suite arrêter, vous allez le casser, et là, on va perdre des populations d'une manière importante. Mais ce qu'il y a par derrière, surtout, je pense, il ne faut surtout pas semer plus creux. Il faut bien respecter les conditions de semis, 2, 2,5, pas plus. Hein. On ne va pas se mettre à 3 ou 4 pour dire je ferai un passage d'hercétrie pour nettoyer mon champ, faire un faux semis, entre guillemets, faux semis prélevé et tout ce qui s'ensuit. Ça, il ne faut pas le faire, on perd beaucoup plus de risques, on a tout du moins beaucoup plus de risques à semer creux que de semer à 2, 2,5 maximum. Voilà tout pour les questions. Merci Maxime. Donc on va terminer, je vois qu'on arrive déjà à 1 heure de diaporama. On va terminer par quelques informations sur les variétés disponibles cette année et notamment leur tolérance aux maladies cercosporioses essentiellement. Vous avez devant vous les données du betteravier français qui sont communiquées dans le dernier numéro, peut-être pas le dernier maintenant, mais celui du 22 novembre et qui s'appelle le numéro 1155. Toutes ces données sont disponibles sur le site internet de l'ITB, dans la rubrique publication betteravier français. Et vous avez pour toutes les variétés, donc là, ce n'est pas que les variétés qui sont disponibles en bio, mais on y viendra dans l'exposé d'après, dans la slide d'après, vous avez la caractéristique de chaque variété. Donc c'est clair que pour une variété qu'on utilisera en bio, qui seront disponibles, on prendra celles qui ont des barres vertes, et si possible, 1 à 2 barres vertes pour contrôler plus efficacement les maladies. Donc il est clair que la cercosporiose est la maladie principale, qu'on aura du mal à juguler derrière. Comme vous le voyez, il y a une colonne rouille, mais aujourd'hui, on n'a pas de variétés qui sont dites tolérantes à la rouille, puisque toutes les colonnes sont grises, voire rouges, donc plutôt sensibles. Vous avez une photo en plein milieu pour vous montrer que la recherche avance, puisque vous le voyez, là, c'est un essai à Bréau, dans le Loiret, à Corbeil-en-Gâtinais. Vous voyez des variétés qui sont encore toutes vertes. Là, c'est une photo faite mi-septembre, des variétés toutes vertes sans application de fongicide. Donc là, c'est 0 traitement.
Donc, vous voyez bien qu'il y a des betteraves, on voit le sol, donc là, elles sont en totale repousse, des variétés, et d'autres très vertes, sans symptômes. Donc, ces variétés-là, elles arrivent dans les essais, elles sont dans les essais, elles arrivent encore pas forcément chez vous pour la vente en 2023, mais 2024, on les aura, c'est quasiment sûr. Et vous avez la même chose sur mon diaporama pour les variétés nématodes. Donc là, on voit clairement qu'il y a beaucoup moins de modules verts pour la cercosporiose. C'est plus récent et on voit surtout qu'elles sont surtout en première année et deuxième année d'expérimentation. Donc vous avez pu voir le graphique dans le betteravier français, mais c'était pour les variétés commerciales, je dirais normales. Aujourd'hui, de ce qui est proposé pour les variétés rhizomanie à la vente pour les productions bio, donc nous n'aurons que des semences non traitées. Donc vous avez ici les variétés rhizomanie avec leur productivité sur l'axe des X. Hein, donc vous voyez que c'est en pourcentage des témoins qui sont Celsius, Épervier, Competita et FD Crawl, que cette productivité elle est calculée sur la moyenne de regroupement des essais ITB SAS sur 2 ans, 3 ans ou 1 an. Par contre, tout ce qui est indice de tolérance cercosporiose, c'est bâti que sur les tolérances mesurées, données ITB, dans les observatoires ITB, sur 7 observatoires en France. Donc là, je vous ai mis les variétés rhizomanie disponibles, mais je m'aperçois que j'ai dû en oublier une, il y a Giono aussi qui doit être disponible. Et surtout, j'ai mis Gelera et Novalina, et Caves, la société Caves m'a informé récemment qu'ils ne savaient pas, ils pourront pas se mettre les deux, mais qu'il y aura certainement que Novalina cette année en traitement de semences bio. Donc l'avantage, vous voyez que toutes les semences qui ont été choisies ont un indice de tolérance élevé, supérieur à 1, ou pratiquement 1. Donc ça veut dire qu'elles ont une bonne tolérance vis-à-vis de la cercosporiose, donc ce qui va limiter les traitements derrière, je dirais, ou même ne pas en faire en fonction des dates d'arrachage, qui sont variables en fonction du groupe sucrier. Donc là, vous l'avez pour les variétés rhizomanie. Là, je vous l'ai fait pour les essais nématodes, les variétés nématodes. Donc là, c'est pareil, c'est des regroupements des essais ITB-SAS avec les témoins nématodes, parce que là, nous sommes avec des essais infestés avec nématodes. Et en lisant, je vois une belle faute à paprika. Je me suis trompé dans le I et le R. J'ai inversé les deux, mais c'est paprika le témoin. Et donc là, vous voyez également qu'en production en variété de nématodes avec nématodes, vous avez aussi des variétés disponibles. On a des variétés très tolérantes à la cercosporiose, donc plutôt pour les arrachages tardifs, hein, qui sont au-dessus de la barre de 1, comme Arôme, BTS 6075 et Twen, une nouvelle de la maison de Leplanck. Donc une variété première année, les autres ont un peu plus de poids, de robustesse, puisqu'on les a depuis 2 ans ou 3 ans d'expérimentation. Et 2 autres variétés, des Winning et Galion, pour Maribaud et Després, qui sont un petit peu moins tolérants, mais qui ont une bonne productivité, vous voyez, en terrain infesté. Il reste un troisième créneau pour le sud de Paris. Hein. Il se passe quand même beaucoup de culture bio dans le sud de Paris. Donc, c'est les variétés FPR, donc dites forte pression rhizomanie. Donc là, vous avez, pareil, c'est un groupement ITB-SAS, des essais FPR, donc 2 essais conduits à Yèvre-la-Ville et à Artenay, à Chevilly. Donc là, vous voyez, pareil, la productivité, là, c'est plus du tout les mêmes niveaux de productivité, puisqu'on se compare à des témoins normaux, on va dire. Et donc là, les variétés FPR sont tout de suite à 20%, voire 30% supérieures en productivité. Donc là, pareil, vous voyez que toutes les variétés FPR, elles aussi, ont une bonne résistance à la cercosporiose, tolérance, pardon, à la cercosporiose, donc ce qui vous permettra de lutter efficacement contre cette maladie. Voilà pour les variétés. Il reste un petit dernier graphique, un essai que nous avions fait en 2019, pardon, dans l'Aisne, avec une protection sur une variété où on n'avait fait qu'un cuivre et qu'un soufre, sur une variété donc déjà résistante, tolérante à la cercosporiose. Et vous voyez que cette protection cuivre plus soufre a fait une seule fois, on avait eu un gain de rendement de 3% uniquement. Donc 3%, 3 tonnes, si on n'est pas à 100% en bio en moyenne, on est plutôt sur 50 tonnes, les rendements moyens de l'an dernier et de cette année, d'après les premiers échos que j'ai, avec des variations de 0, je dirais, puisqu'il y a quelques parcelles qui ne sont pas récoltées à des 90 tonnes, mais 3% ou 1,5 tonne, 2 tonnes, en fonction du niveau de rendement, c'est peut-être pas très justifié de faire cette protection de cuivre. Donc voilà, je vois que le temps passe. J'ai terminé avec le diaporama, mais il y a certainement des questions qui sont arrivées, Maxime. Je vais bien les poser. Oui. Première question, quel est le traitement de semences en bio? Est-il identique chez les semenciers? Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de traitement de semences? On appelle ça non traité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produit, il y a 0. Il y a bien sûr la tourbe, l'argile ou d'autres composantes, un peu de sable, qui va enrober les betteraves pour faciliter le semis. Ça, c'est d'une cuisine, je dirais, interne par semencier.
Donc là, il peut y avoir des différences de composition. Donc, chaque semencier, en fonction de sa génétique, règle ces petits éléments-là pour que la graine prenne facilement l'eau disponible dans le sol pour pouvoir germer rapidement. Ok, merci. Une question, une réflexion et une question qui va en découler. Serons-nous prêts pour l'arrêt des néonicotinoïdes en 2024? Je la lis textuellement. Même si nous n'en mettons pas en bio, on sait bien que les cultures conventionnelles peuvent ou non faire le relais des infestations pucerons. Donc, première question, et question qui en découle, est-ce que l'on aura à disposition des variétés tolérantes à la jaunisse dès 2023? C'est deux bonnes questions. La première, donc, s'il y aura plus de pucerons en 2024, ça dépendra bien sûr de l'hiver et tout ce qui s'ensuit. Et le développement. Donc là, il y a des modèles dans le PNRI qui sont en cours de développement, le projet Servir exactement, qui nous donnera des tendances tout au long régulièrement pour voir la pression de pucerons que nous aurons. Donc, c'est pas forcément présence ou absence de NNI qu'on aura plus ou moins de pucerons. Ça dépendra quand même beaucoup des conditions climatiques du printemps, du fin d'hiver, début de printemps, qui vont découler sur la pression de pucerons. Voilà. Autre question que tu nous parlais, s'il y a des variétés. Donc, les variétés, depuis cette année, nous testons des variétés dites commerciales, donc les variétés connues aujourd'hui. Nous testons aussi des variétés au CTPS que nous inoculons avec des pucerons vérulifères pour voir comment elles se comportent en présence de jaunisse. Il est trop tôt pour 2023, avec une seule année d'expé, de conclure à des variétés tolérantes, je dirais, ou des variétés qui se comportent mieux que de la jaunisse. Mais pour les SMID 24, on aura certainement à vous proposer des variétés plus ou moins tolérantes et vous indiquer les pertes potentielles de rendement liées à la présence de jaunisse. Mais aujourd'hui, la cercosporiose fera plus de pertes de pieds, de pertes de population, de rendement que la jaunisse dans beaucoup de situations. Et donc l'année 2024, 23, 24, nous serons en transition. Hein. C'est clair que nous n'aurons pas des variétés 100% tolérantes. C'est un peu comme la rhizomanie, les nématodes, pour ceux qui ont connu ça. Les premières variétés arriveront avec des niveaux inférieurs et qui se combleront progressivement au fur du temps. Mais ça ira certainement plus vite que la rhizomanie. On l'a déjà eu pour les nématodes et on le verra certainement pour la jaunisse dans ce cadre-là. Merci. Une question, il existe des semences dites activées en betterave fourragère. Est-ce que cela existe aussi pour la betterave sucrière? Bien sûr, l'activation est présente en betterave sucrière. Mais là, vous me posez la question, j'ai un doute de savoir si les betteraves non traitées sont activées. Là, j'ai un gros doute. Je ne sais pas répondre. Je dirais en conventionnel, elles sont toutes activées, mais qu'en biologique, elles sont activées. Je ne sais pas vous répondre. Ça existe. On a la coordonnée de la personne, donc on vous rappellera pour vous donner l'information si les betteraves sont activées ou s'il y a un semencier qui nous l'envoie par texto qui nous le dise, comme ça on aura répondu en direct à cette question. Mais là, je suis incapable de vous dire cette chose-là. Une réponse sauf erreur, pas d'activation pour les semences bio. D'accord. Une autre question, une dérogation cuivre sera-t-elle demandée pour 2023? Alors oui, c'est prévu de demander cette dérogation cuivre pour les betteraves 2023. C'est prévu, d'autant plus que la société donc sur le RNSC, bien entendu, et d'autant plus que la société qui détient le RNSC doit déposer une demande d'homologation d'AMM pour ce produit-là, puisque maintenant c'est une des conditions imposées par la France. On aura une dérogation possible sur des produits quand ils sont déposés avec un dépôt d'AMM ou d'extension d'usage, mais sans ces dossiers-là, on ne pourra plus avoir de dérogation. Une petite question sur la semence, encore une fois, quelle est la couleur des graines? La couleur des graines dépend de la société. Donc, vous avez des oranges, des bleus, des vertes, en fonction de la société. Ça, c'est chaque société qui a sa couleur propre, mais il n'y a pas de distinctif, si c'est la question, semence bio ou semence conventionnelle. Donc, question, est-ce que ce sont donc des colorants naturels ou des colorants issus de la chimie de synthèse? Alors là, pareil, je ne pourrais pas vous répondre. Là, pareil, si un semencier veut nous aider à répondre, mais si c'est utilisé en bio, je pense que c'est homologué, donc ça ne doit pas être de la chimie, sinon ça fait reprendre, mais je n'ai pas l'information, je peux que vous répondre ça. Colorant naturel, certainement, oui, bien sûr. L'échange interactif, oui, une réponse d'un de nos partenaires semenciers qui répond que c'est un colorant naturel bio et on a les certificats.
aux besoins. Merci. Voilà pour les questions. Eh bien, merci à tous de votre présence. Donc, nous étions à 78 sur les 87 inscrits à ce comité technique bio, donc une très bonne participation. Merci à vous, beaucoup de questions, énormément de questions sur le chat, donc ça marche très bien. Merci à vous et ben, à bientôt dans les prochains comités techniques, bio ou pas bio d'ailleurs, pour ceux qui le veulent. Bonne fin de journée, au revoir.